Ce podcast vous est proposé par la plateforme Livy. Bonjour, je m'appelle César Ancel-Enseigne. Je suis médecin généraliste et urgentiste. Vous êtes sur le podcast Patient, saison 2. Bienvenue dans Parole d'expert. La semaine dernière, avec Sanam, nous avons parlé d'obésité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Sophie pour compléter ce témoignage. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour César. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Joly, je suis présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses, dit CNAO. Nous sommes agréés par le ministère de la Santé, nous existons depuis 21 ans et moi je suis à 25 ans de combat sur la problématique de l'obésité. J'ai travaillé en presse médicale pendant 18 ans et quand j'ai voulu, entre guillemets, améliorer mes conditions de santé, parce que je commençais à avoir effectivement des signes un petit peu problématique au niveau métabolique et articulaire, j'ai commencé par regarder ce qu'on écrivait chez nous en interne et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme distorsion. Donc je vous parle de ça, c'est en 1995. Donc pour certains, ça va paraître très très loin. Il y avait une grosse distorsion entre le peu d'informations qu'on donnait aux professionnels de santé et surtout, finalement, lorsque vous étiez en consultation chez un professionnel de santé, il n'y avait rien qui retombait. Nous étions à l'époque à l'âge néandertalien de la prise en charge de l'obésité. Et les professionnels de santé nous disaient « arrêtez de manger, allez courir, ça ira mieux ». Donc, je me suis dit « ok, bon alors dites-moi un truc que je ne sais pas ». Et de là, en fait, je me suis dit « il va falloir que je fasse très vulgairement une étude de marché pour savoir ce qui existe sur les prises en charge ou pas, qui est formé à la pathologie ou pas, quelles sont les propositions qui nous sont offertes ou pas. » Et je suis rentrée dans un parcours de soins à l'hôpital Bichat à Paris, qui était en pluridisciplinaire, et j'ai fait l'équivalent de 1 an et demi de prise en charge, et je suis passée au bloc opératoire le 2 avril 2000. On était beaucoup, en fait, nous, dans les salles d'attente à Bichat, dans le service obésité. Et ça m'a permis d'écouter les gens, de parler avec eux, d'échanger avec eux. Et je me suis rendu compte qu'on avait quasiment, à peu de choses près, tous les mêmes questions, tous les mêmes attentes et quasiment tous les mêmes souffrances. Et tout est parti de là, en fait. Et je me suis dit, sur mon lit d'hôpital, alors ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment ça. Une fois opérée, je me suis dit, mes confrères et consoeurs de galères, de pathologie, ils font comment pour pouvoir avoir une information, pour pouvoir avoir la force de chercher l'info et de faire le tri au milieu de tout ça? Il fallait, à mes yeux, valider une information médicale vulgarisée pour que tout le monde puisse avoir la chance de comprendre. On n'a pas fait médecine, nous, les patients. Et là, je pense que les gens sont pas bêtes, sont loin d'être bêtes. Et on a vraiment besoin de parler avec les mêmes mots, que ce soit les professionnels de santé ou nous, de la population générale. Et puis de se dire, bon, voilà, il y a des choses, c'est comme ça. Maintenant, on peut s'auto-aider, professionnels de santé et patients, parce que si le patient ne dit rien à son professionnel de santé, le pauvre professionnel de santé, il va ramer tout ce qu'il sait parce qu'il n'a pas l'intégralité des informations, ce qui est quand même très délétère pour un suivi, une bonne prise en charge. Donc voilà, il faut pas avoir peur, il faut lever les peurs et il faut communiquer. Donc là, tu nous as un petit peu résumé finalement les fondements de la création du collectif d'associations que tu présides. Est-ce que tu peux nous rappeler maintenant, en quelques mots, ce collectif, quel est son objectif et quelles sont les actions qui sont entreprises? L'objectif du collectif, c'est de faire reconnaître par l'État français. Alors quand je dis l'État, j'ai 3 organismes en tête qui sont le ministère de la Santé, Matignon et l'Élysée, de reconnaître officiellement et avec des mots simples, mais qui veulent dire bien ce qu'ils veulent dire, que l'obésité est une maladie. L'obésité est reconnue comme maladie chronique par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1997. En France, ce qui est assez paradoxal, on a, et j'en reviens à la deuxième question, ce que l'on fait,
Donc, dès l'instant où on a créé le collectif, moi, je suis montée au front assez rapidement, à commencer par les médecins conseils de l'assurance maladie, en disant l'obésité, ce n'est pas un choix de vie. L'obésité, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire c'est une maladie du tissu adipeux, donc de la graisse, qui finalement se fibrose et au lieu d'éliminer les toxines, les garde. Et en les gardant, il y a la capacité d'un individu à l'autre de générer 18 autres maladies. Et on a vu avec le Covid que malheureusement, en plus des personnes âgées qu'on aime tant, des personnes qui sont immunodéprimées, donc je pense les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, entre autres, mais il y en a d'autres, les gens qui sont atteints d'un cancer, etc. Il y avait aussi les personnes qui étaient en surpoids et en obésité. Et sur des chiffres, donc ce qu'on appelle des cohortes nationales, donc françaises, et des cohortes internationales, les chiffres sont les mêmes. 47% des gens qui étaient en réanimation étaient de notre population, surpoids et obésité, et qu'on occupait 40% de la morgue et des décès. C'est-à-dire que on a perdu des jeunes de 15 ans juste parce qu'ils étaient en surpoids. Ils sont morts parce que juste ils étaient en surpoids. Donc ça, pour moi, c'est pas entendable. Et là, donc, c'est reconnaître l'obésité comme étant une maladie en France. On a fait des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, on travaille avec la HAS. On a une vingtaine de recommandations en comité d'écriture à notre actif. On travaille également avec la Direction générale de la santé et la Direction de l'organisation des soins, donc DGS et DGOS au ministère de la Santé, ainsi que le Plan national nutrition santé. Et la DGS et le PNNS ont confié au CNAO le pilotage d'un groupe de travail qui a été commencé il y a un peu plus d'1 an et demi sur comment lutter contre la discrimination pour améliorer la prise en charge médicale et pour avoir une meilleure acceptation de cette diversité corporelle au sein de la population française. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est très insidieux. L'obésité est la pathologie la plus discriminée au monde et la plus tolérée dans sa discrimination. On nous dit faites du sport, mais est-ce que le sport est adapté? Est-ce qu'on nous donne les moyens, sans nous humilier, de nous dire bon, alors là, vous nous dites il faut courir autour du stade. Je ne peux pas parce que mon poids va aggraver effectivement mes articulations, hanches, genoux, chevilles. Si ne serait-ce que je marchais. Je suis effectivement proactif et je le fais et on ne dégrade pas l'estime de soi. Parce que l'obésité, c'est la partie métabolique et mécanique du corps, mais c'est également tous les impacts psychosociaux d'estime de soi qui sont là et qui sont un frein énorme. Il y a effectivement, depuis qu'on est sur le terrain, les mentalités changent, mais il reste encore énormément de choses à faire. Le CNA est peu connu, voire pas connu, alors qu'ils font un travail juste colossal et juste ultra important. On a participé à 2 commissions présidentielles. La première, c'était en 2009 avec Monsieur Sarkozy, qui a été la première pierre à l'édifice de notre combat, qui a donné lieu à un plan obésité et à la création des 37 centres du plan obésité, ce qu'on appelle les CSO, les centres spécialisés obésité, qui sont au nombre de 37 France et dom-tom, et qui sont gradués pour pouvoir avoir une prise en charge de l'obésité en fonction de la complexité. Et le deuxième a été les états généraux de l'alimentation, les premiers 6 mois du premier mandat du président actuel Emmanuel Macron, qui a donné lieu effectivement, pareil, comment on produit mieux, comment on consomme mieux. Donc après, il y a des gens qui vont dire oui, mais alors quand tu as 500 personnes à faire manger, comment te dire que tes pâtes, tu peux pas te les faire al dente, voilà. Mais il faut réfléchir, faut commencer à réfléchir à ce genre de choses. Donc il y a ça. Et puis, je travaille également, pareil, suite à la commission présidentielle de Monsieur Sarkozy, le plan obésité. On est signataire de la charte alimentaire à l'ARCOM, qui est anciennement le CSA, sur des obligations et des interdictions de certaines choses. Donc, obligation d'informer, de vulgariser des informations sur l'alimentation, l'activité physique à la population. Maintenant, on ne peut plus avoir de publicité, notamment de l'agroalimentaire, sur les produits en plus les plus néfastes, 1/2 heure avant les dessins animés, je fais court, jusqu'à 1/2 heure après les dessins animés. Ok. C'est pas pour embêter notre monde, mais c'est pour préserver les messages
qui vont être donnés à la population. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Je donne des cours à la fac de médecine, à la Sorbonne Médecine, sur les relations patient-médecin. Parce que en obésité, il n'y a pas de formation au cursus initial. C'est 3 heures facultatives dans tout le cursus. Et puis finalement, c'est mettre en danger les professionnels de santé et les mettre dans une impasse sur je fais quoi finalement de ce patient-là, je connais quoi sa fragilité en termes de pathologie. Et là, on se rend compte que il y a quand même des grands vides. Et puis c'est comment on parle, quelles sont les attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un patient qui souffre d'obésité. Les chiffres sont quand même impressionnants concernant le surpoids et l'obésité. C'est quand même quasiment un Français sur 2 en surpoids actuellement, 18% de la population en situation d'obésité. Je crois qu'on est à peu près à 18 pathologies associées. L'obésité actuellement n'est toujours pas une affection longue durée. Qu'est-ce qui se passe à ce sujet-là? Est-ce que tu as des informations? Est-ce que j'imagine que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au niveau du collectif? Les chiffres de l'Organisation mondiale de l'OMS nous disent que demain c'est 2030, nous serions plus à 17% en obésité, mais à 29%. Et je ne parle que de la France. Et c'est-à-dire que si on est à 29% de personnes françaises en obésité, c'est-à-dire que là, on n'est plus à 33% en surpoids, mais on est à beaucoup plus. Donc là, il y a un enjeu, ça fait 25 ans qu'on le hurle, on est sur un enjeu de santé publique majeur. Et l'ALD, c'est quelque chose qui est demandé, alors moi je dis toujours avec beaucoup d'humour, on fait la liste au Père Noël. Les derniers rendez-vous qu'on a eus, alors la semaine dernière, on était au cabinet du ministère de la Santé sur la personne qui est en charge le dossier de l'obésité. Pour certaines personnes, l'ALD permettrait de les prendre en charge, mais de deux, faut régler aussi la problématique de pourquoi sur un patient, on va le massacrer avec un coût de transport 5 fois plus cher. C'est pas possible. Oui, qui va empêcher la prise en charge finalement. Et voilà. Et il faut savoir que dans les 8,5 millions de Français à l'heure actuelle qui souffrent d'obésité, il y en a environ 30% qui sont sortis du système de santé. C'est énorme. C'est énorme et c'est dangereux. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces pathologies, en fait? Parce qu'on parle quand même de maladies cardiovasculaires, de cancer. C'est ça, de gouttes, de maladies hépatiques, donc tout ce qui est NASH, stéatose hépatique non alcoolique, ce que les journalistes ont résumé comme étant le foie gras. Donc la goutte, les phlébites, les cancers, les maladies pulmonaires, on a des apnées du sommeil. Parce qu'effectivement, le poids de la graisse, en fait, qui est posé sur la cage thoracique, quand vous êtes allongé, vous respirez beaucoup moins bien. Et puis, qui peut entraîner, des problèmes cardio-respiratoires, pour la faire très, très courte. Les problèmes dermatologiques. Alors, parce que lorsque vous avez des plis adipeux, il y a macération des plis adipeux avec effectivement irritation et problèmes de macération dans les plis. On a les problématiques de l'infertilité masculine et féminine. Donc ça joue sur les deux. On a les problèmes AVC. Ouais. Donc on est plus assujetti à ça évidemment. L'hypertension artérielle, les anomalies gynécologiques, les pancréatites sévères, les dépressions, la dyslipidémie, les problèmes qui sont aussi au niveau vésicule biliaire. Je me dis que j'essaie de voir même d'une façon comptable, en fait. C'est-à-dire que si on prend en charge ou on fait de la prévention vis-à-vis de l'obésité, on évite au système la prise en charge de toutes ces complications qui vont coûter cher, forcément. Et c'est en ça que je comprends pas pourquoi on démarre pas plus rapidement sur, justement, cette affection longue durée. Après, j'ai l'impression que le travail que vous faites avec le collectif, il est énorme et que finalement, on a l'impression que ça se réveille seulement maintenant. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça se réveille au niveau des institutions? Alors, en fait, dans ce que tu dis, je suis complètement raccord. Si tu soignes l'obésité, tu vas soigner les 18 pathologies associées qui vont avec. Donc, en fait, tu vas réduire considérablement les problèmes de santé sur la population générale. Et puis, surtout aussi, faire de la prévention. Faire en sorte que les gens qui sont pas atteints ne le soient jamais. Oui, parce que on peut le rappeler, l'obésité, elle peut commencer effectivement très tôt dans l'enfance, mais l'obésité, elle peut aussi tout à fait commencer à n'importe quel âge de la vie. Exactement. Elle peut même commencer avant même que tu naisses.
Mais oui, oui, c'est exactement ça. On peut la déclencher pour X raisons. Enfin, les portes d'entrée sont à plus de... Alors, en fonction des experts, hein, moi, je suis qu'une simple patiente. Des experts nous disent qu'on est à plus de 100 portes d'entrée. Il y en a qui nous disent qu'on est à plus de 650. Donc, au choix, mais enfin, elles sont quand même assez nombreuses. Pourquoi, finalement, je reviens sur ta question, l'État l'a pas fait ou le fait pas avant? Je pense qu'il y a 2 raisons, en tout cas que j'ai analysées. C'est que il y avait, est-ce que si on déclenche, j'ai envie de dire, l'artillerie lourde, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir avoir donc les recos HAS, les circuits de prise en charge médicale, le chemin clinique? Voilà, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire, si on dit aux gens, vous êtes atteint d'une pathologie, les gens vont se dire, oh là, je vais aller voir le médecin, il faut absolument qu'il m'aide, etc. Évidemment, c'est l'organisation des soins, mais pas que. C'est aussi comment faire en sorte de ne pas contaminer la population et avoir une intégralité de choses mises en place, adaptées pour notre population. Et puis de l'autre côté, je vais être très factuelle, il faut du courage politique. Voilà. Il faut du courage politique et il faut connaître la pathologie. Et quand tu commences à regarder, à chercher, à écouter les gens, à la fois qui soignent, ceux qui sont atteints et ceux qui en souffrent, tu te dis que c'est juste pas une sinécure et que c'est une maladie qui est malheureusement, qui touche plus particulièrement, et je le dis avec beaucoup de tendresse, les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables. Ouais. Lorsque tu te barres, t'es une famille monoparentale ou que tes revenus, voilà, tu bosses comme un chien pour avoir le SMIC ou un petit peu plus du SMIC et que t'as ton loyer à payer, t'as 2 enfants à gérer, que tout explose, le coût de l'énergie et le coût du caddie quand tu passes en caisse, t'achètes des produits qui sont alimentaires, qui sont moins chers. Ouais. Moins cher ne veut pas dire nécessairement meilleur pour la santé. Et puis, quand tu vas pas bien, ça c'est pareil, ça a été un peu prouvé scientifiquement. On est plutôt attiré par le sucre. C'est-à-dire que si tu t'en prends plein la tronche toute la journée, le soir t'arrives, ton cerveau n'a qu'une envie, c'est de décompenser. Et tu décompenses avec finalement ce qui est dispo chez toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes justement qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont dans des situations complexes en prévention pour par exemple leurs enfants ou leurs proches? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi, quand j'étais étudiante, et je pense d'ailleurs à tous ces étudiants aussi, hein, moi je viens de la province, j'ai fini mes études à Paris, l'intégralité du salaire de ma mère passait dans mes études, la location de l'appart, de l'appart, on peut appeler ça un appart, une chambre de bonne, hein, et elle me disait, est-ce que tu manges? Évidemment, je lui disais, oui, maman, je mange. Mais je mangeais pas ce qu'il fallait. Je mangeais des boîtes de conserve parce que ça coûtait moins cher. Et que on mangeait ce qu'on pouvait. Et ça a fini de foutre le bordel avec une génétique qui était déjà là. Déjà, c'est de travailler son estime de soi avant toute chose. Il faut que les gens aient de la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ça, je tiens vraiment à l'appuyer là-dessus. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Et on n'a pas à avoir honte de qui on est et de ce que l'on fait. Parce que on le fait avec énormément de sincérité et que tout parent fait au mieux pour ses enfants aussi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, se dire, OK, on sait qu'il y a des produits qui sont moins bons pour la santé. Il faut pas retirer le plaisir de l'alimentation. Il faut essayer de le doser, mais de pas le retirer. Et puis, l'autre chose, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer au fil du temps, pour ceux qui le font pas ou peu, finalement, de se mettre à essayer d'acheter des produits de saison simples. Donc, produits de saison, dans les fruits et légumes parce qu'ils coûtent moins cher, et essayer de se faire sa petite popote à soi. Parce que vous vous rendrez compte que vous en faites un peu plus. Vous en mettez dans des sacs congélation ou dans des barquettes que vous mettez au congélateur si vous pouvez. Et que lorsque vous rentrez le soir tard, vous n'avez pas la pêche, enfin bref, vous n'avez pas le courage, vous êtes fatigué, et ça se comprend, vous sortez la gamelle que vous aviez préparée la dernière fois et vous le faites. Vous le réchauffez. Que votre pizza, que si vous avez envie de manger une pizza, nous, on a trouvé le truc, on a fait ça pendant le Covid. On a acheté des boules de pain, de pâte fraîche de pain, qu'on congelait, et en fait, on se faisait nos pizzas nous-mêmes. C'est-à-dire que t'achètes ta sauce tomate,
où tu fais ta sauce tomate. Et puis on mettait l'équivalent d'une tranche de jambon, du gruyère râpé. Enfin, on se faisait plaisir, mais sur des trucs qu'on se faisait nous. Et on sait exactement, lorsque vous cuisinez, vous savez exactement ce que vous mettez dedans, la quantité de ce que vous mettez dedans. Et effectivement, vous vous rendrez compte que finalement, vous mettez moins de sel, moins de sucre et moins de graisse saturée qu'un produit qui aura été transformé. Et vous avez la satisfaction de l'avoir fait vous-même, de le mettre à vos goûts, à vous. Et puis, en plus, vous transmettez une information, j'ai envie de dire intergénérationnelle avec vos enfants. Ça devient ludique. Je me souviens, moi, les pizzas, en fait, pour notre fils, on faisait une pizza en forme de cœur. C'est très con, hein, mais ça devient un jeu. Et surtout, arrêtez de vous mésestimer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je suis toujours en train de travailler dessus, moi. Hein. C'est un peu humain. Mais voilà, c'est ça. Et que, qui que vous soyez, et quelle forme vous ayez, ne jamais oublier que vous êtes une belle personne et que, en aucun cas, il faut en douter. Même si les autres vont vous dire, ah, mais t'as pas ça, t'as pas fait ci, t'es pas comme ça, vous êtes vous, et votre authenticité a une valeur qui est bien plus grande que la superficialité de certaines choses. C'est hyper important ce que tu dis. Moi, je te rejoins complètement. Là, je vais changer de sujet. Là, j'aimerais bien aborder une dernière question, parce qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures. Je pense que les gens en ont entendu parler. Ça fait un peu le buzz, forcément, d'une nouvelle classe de médicaments. Les médicaments de la classe ce qu'on appelle des analogues du GLP-1. Donc, GLP-1, ça veut dire glucagon-like peptide 1. Donc, c'est des médicaments qui régulent le taux de glucose, mais qui aussi régulent l'appétit. Alors, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, ton regard sur l'arrivée de ces médicaments. Alors, il est multiple, mon regard. Déjà, le fait d'avoir l'arrivée des médicaments, c'est une chance concernant la prise en charge de l'obésité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait eu des tentatives de médicaments qui ont été retirés assez rapidement, ou alors il y a eu des dégâts collatéraux quand même assez élevés. Pour la plupart des gens, s'il n'y a pas de médicaments, vous n'êtes pas une maladie, déjà. Donc, c'est quand même un peu con, mais c'est quand même ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un médicament, s'il y a un médicament, donc c'est que c'est une maladie. Donc, déjà, ça. L'autre chose, c'est que, effectivement, ça ouvre le champ thérapeutique des prises en charge pour les patients. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, à part avoir un suivi multidisciplinaire et puis d'avoir la chirurgie bariatrique, qui, je le rappelle, est pas pour tout le monde. Les recos sont très très clairs sur qui peut avoir accès à une recommandation de prise en charge chirurgicale ou pas, et que quoi qu'il arrive, la chirurgie nécessite un suivi à vie, et je le précise bien, à vie. Moi, je vais être très simple. Une personne qui me dit j'ai pris ce médicament-là parce que j'avais besoin de perdre 4 kilos pour rentrer dans ma robe de mariée d'il y a 15 ans, ça m'amuse pas. Bah oui. Et pour moi, c'est une insulte aux personnes qui ont vraiment besoin d'avoir ce médicament et qui souffrent dans leur corps de cette pathologie qui est l'obésité et dont c'est un risque vital. Le problème, c'est que ça a été colporté par même des célébrités, tu vois, ce genre de... Pas très intelligente à mon goût. Eh non, et même des gens qui sont censés être quand même super intelligents, qui envoient des fusées. C'est ça. Genre Elon Musk qui a sorti sa petite formule jeune plus Ozempic plus éviter la nourriture grasse, qui se vante d'avoir perdu 13 kilos. Bah, on se doute bien que ça fait du mal, ça, en fait. Ça fait énormément de mal et puis ça vend du rêve. L'obésité, c'est une maladie. C'est pas un choix de vie. Ok, super, perdre 13 kilos. Enfin, il y a des gens, ils ont 100 kilos à perdre. Et l'obésité, c'est effectivement une maladie chronique, donc à vie, avec des recommandations très précises selon les stades et selon la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il s'agit pas de donner les médicaments systématiquement à des personnes qui sont en situation d'obésité. C'est une prise en charge globale. C'est exactement comme ça que nous, on veut que ça soit pris en charge. C'est au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec un suivi. Et rien en dessous. Et rien en dessous. Et c'est pour ça que je reboute sur ce que je disais tout à l'heure. On veut que l'obésité soit reconnue comme une maladie. Parce que si c'est reconnu comme une maladie, on arrête de faire n'importe quoi et on arrête de vendre n'importe quoi. Parce qu'il y a une telle attente et il y a une telle souffrance des gens que, toi, les publicités de régime qui matraquent les espaces pubs sur toutes les chaînes, enfin non,
Ça, il faut qu'on le rappelle. Je pense qu'il y a des régimes qui peuvent être bien menés, mais c'est plus faire attention. Mais un régime, dans la plupart des cas, ceux qui vous sont vendus ou proposés, en fait, ils vont vous faire maigrir pendant quelques temps, mais ils vont surtout vous faire reprendre encore plus de poids à moyen, voire à long terme. C'est ça. Et c'est une des portes d'entrée à l'obésité d'ailleurs. Exactement. C'est très fréquent qu'on prenne en charge des patients en situation d'obésité qui, en fait, derrière sur l'histoire, on s'aperçoit qu'ils ont fait 5, 6, 7 mauvais régimes. En fait. C'est ça. Ils voulaient perdre au départ 2 kilos et puis ils se retrouvent avec 20 kilos en trop. Et que le but, effectivement, c'est aussi parfois de perdre du poids, mais parfois c'est juste de stabiliser aussi le poids et d'éviter les complications, en fait. C'est en ça que la prise en charge elle est complexe. C'est que le but, c'est pas de perdre trop de poids, c'est de stabiliser son poids dans un premier temps, d'y aller progressivement, parce que le corps, il aime pas quand on le violente, en fait. Et il va se défendre. Ouais, et puis il se souvient de tout. Puis à un moment donné, vous fait payer la note. Donc, il faut revenir aussi à une réalité de terrain. On veut devenir quoi? On veut être quoi? On veut être aimé et accepté par qui? Ouais. Et j'ai envie de vous dire, le premier enjeu, et je vais être très, très égoïste là-dessus, c'est de s'aimer soi, Ouais. se valoriser soi, et Dieu sait qu'on s'en prend, excusez-moi, je vais être vulgaire, plein la gueule, tout le temps. Mais il y a que vous qui allez pleurer sur vous. Il y a que vous qui allez souffrir. Il y a que vous qui allez être mal dans votre peau. À un moment donné, moi, très égoïstement, j'ai dit, merde, on arrête. Ouais. Concernant justement cette estime de soi, l'impact psychologique, parce que c'est quand même pas facile de se prendre cette stigmatisation en pleine face. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, pareil, d'un point de vue psychique, personnes qui souffrent de cette situation? Alors, plusieurs conseils en sachant que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça se fait vraiment sur du temps très long. Déjà, essaye d'analyser les gens qui t'entourent autour de toi. Est-ce que ces gens-là sont bienveillants pour toi ou pas? Est-ce que ces gens-là te font du mal? Est-ce que ces gens-là te tirent vers le bas? J'ai dit ça, c'est le premier truc à faire. C'est dire, essayer de dégager les toxiques. Parce que eux, en fait, quelque part, vous êtes du pain béni pour eux. C'est la victime idéale. Donc, déjà, dégager les toxiques. Quand vous le pouvez. Mais je vous assure que quand vous les retirez, tout d'un coup, vous avez l'impression de remonter, faire de l'apnée pendant des années, tout d'un coup, remonter à la surface et respirer le grand air. Et vous verrez que naturellement, vous allez commencer à perdre du poids sans que vous ayez fait quoi que ce soit. C'est un côté un peu magique, en fait, ce truc. Et puis après, c'est de se dire, je veux perdre du poids pour qui? Pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que finalement, les gens me disent que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis trop ci, trop ça? Je suis qui, moi, vraiment, pour moi-même? Moi, je dissociais le corps de la tête et je me suis dit, en fait, mon corps me sert uniquement à trimballer mon cerveau et mon âme. Et en fait, c'est en tombant enceinte que je me suis dit, mais mon corps me donne beaucoup plus de choses positives que je ne le crois. Et je me suis dit, ce corps que j'ai tellement détesté, finalement, m'a permis d'avoir mon fils, me permet de vivre, me permet de pouvoir faire des choses. Parce que s'il était pas là, je pourrais pas faire des choses qui me plaisent à moi et de vivre des moments qui me sont importants pour moi. Et au fil du temps et avec quelques années de thérapie, je me suis dit, mais je me suis tellement longtemps détestée que maintenant, ça serait bien que je refusionne avec moi-même, avec bienveillance. Et au fur et à mesure, sans être narcissique, j'ai appris à m'appréhender et j'ai appris à m'estimer et à me dire que finalement, je m'aime bien. Je m'aime bien et parfois, c'est peut-être très con, mais je me dis, le soir, quand je me couche, ma fille, t'as bien bossé. Ma fille, t'as été courageuse, t'as fait ce qu'il fallait. Et tu t'es battue, et même si t'as mal à tes articulations, putain, tu lâches rien parce que tu continues à marcher et que tu marches plus longtemps, de plus en plus, et tu te bats de plus en plus, et c'est des petites victoires avec moi-même. Bon, Anne-Sophie, c'était passionnant. On aurait bien entendu pu discuter pendant des heures à ce sujet-là. Je te remercie 1000 fois pour ton intervention et je te dis à bientôt. Merci à vous. J'espère que ça pourra éclairer les auditeurs. Prenez soin de vous et doutez pas. Et à très vite. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir suivi Parole d'expert. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Patient. Ce podcast vous a été proposé par la plateforme Livy.